Bonsoir à tous. Nous démarrons ce journal par ce reportage sur la loi de la dépénalisation des délits par voie de presse et la table de la montagne qui sont mal interprétées par certains journalistes. Ces derniers temps, l'on assiste à des pratiques qui n'honorent pas la profession. Le reportage est signé Habib Garba et Lawali Yahya. Faire jouer à la presse son véritable rôle de quatrième pouvoir d'une nation libre et indépendante, tel est l'objectif de la loi portant dépénalisation des délits commis par voie de presse et la table de la montagne signée par le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, le 30 novembre 2011. Ce sont des actes salutaires et synonymes de l'hier d'espoir pour l'ensemble des professionnels des médias qui aspirent à exercer librement et en toute responsabilité leur métier. Cependant, force est de constater que nombreux sont les journalistes qui s'adonnent allègrement à des pratiques qui n'honorent pas du tout la profession. Ainsi, on peut citer entre autres pratiques le non-respect de l'éthique et de la déontologie des métiers de presse qui constituent le pilier de la profession. C'est d'ailleurs pourquoi certains observateurs qualifient ces journalistes de brebis galeuses. Pour eux, la dépénalisation et la déclaration de la table de la montagne sont une sorte de licence à tout faire qui leur permet de faire ce qu'ils veulent, parce que leur crainte au départ, c'est qu'on peut arrêter un journaliste, le jeter en prison. Or, depuis l'acquisition de cette loi portant pénalisation, on a assisté à un spectacle désolant. N'importe qui crée un journal, n'importe qui vient sur le plateau d'une télévision ou sur une radio pour insulter père et mère, un citoyen tout court, à plus forte raison, les autorités. Et on a vu comment les gens, aujourd'hui, ils pensent que même une autorité et leur vis-à-vis, on peut l'insulter. On n'empêche pas aux gens de critiquer. Le métier de journaliste, le chef de l'État l'a dit lui-même, il faut critiquer, mais faire des critiques objectives. Mais qu'est-ce qu'on a constaté depuis un certain moment? Les journalistes, ils insultent n'importe qui. Vraiment, c'est une situation inquiétante, je dois dire, au point où nous autres, les gens, on a même regretté amèrement pourquoi il y a eu l'avènement de cette dépénalisation. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous cache rien, que ce soit des journalistes ou de simples citoyens, beaucoup se sentent en insécurité. Parce que le métier est envahi par des brebis galeuses, des gens qui n'ont rien à foutre avec le respect des règles d'éthique et de déontologie, et qui pensent que c'est les meilleurs journalistes. C'est comme ça que la presse doit fonctionner. Le fait de sortir sur un plateau ou prendre un journal pour aller insulter quelqu'un dans son amour-propre, les vilipender, ils pensent que c'est ça les journalistes et ils se font appeler même pour de super journalistes. Et cette situation, je crois que c'est nous qu'elle doit interpeller d'abord, les organisations socio-professionnelles des médias, les journalistes sérieux, parce que les autres, il ne faut pas considérer que c'est des journalistes. C'est des braconniers, des gens qui sont venus dans le métier, je vous l'ai dit, uniquement parce qu'il y a du gain facile à gagner là-bas. Donc, ils s'en foutent de tout ce qui est disposition textuelle pour permettre à ces métiers-là de prospérer. Ils n'ont rien à foutre. Donc, c'est à nous autres journalistes de prendre des mesures pour dénoncer ces brebis galeuses et chercher à les extirper de nos rangs. Voilà un peu, moi, comment je vois cette question de dépénalisation et surtout la déclaration de la montagne de la table qui est un acquis qu'on doit préserver. C'est notre cadeau, notre joyau à nous tous, aux professionnels de la presse, mais il faut dénoncer ces brebis galeuses qui ont investi le milieu. Parce qu'ils ont profité de la complaisance de nos aînés qui n'ont rien fait pour leur dire, écoutez messieurs, vous n'êtes pas des journalistes, vous n'avez jamais exercé dans aucune rédaction au monde, on ne peut pas vous accepter. Aujourd'hui, même si vous disposez d'un doctorat, vous ne pouvez pas venir comme ça investir le métier. Non, il faut que d'abord vous bénéficiez d'un parrainage, d'une rédaction ou d'une association socio-professionnelle des médias qui juge vos compétences, qui vous fait même en quelque sorte une sorte d'enquête de moralité autour de vous, pour savoir qui est ce monsieur-là. Est-ce que s'il rentre dans le métier, il va faire œuvre utile? Voilà comment ça doit se faire. Mais dans notre pays, on a laissé dire n'importe quoi, des gens qui sont là, des désœuvrés, qui pensent qu'aujourd'hui, je vous dis, la plupart d'entre eux, c'est des analphabètes. Ils ne savent même pas écrire. Allez-y, découvrez, demandez aux gens qui vendent les journaux ou les gens qui sont dans la presse écrite. Ils vous diront qu'il y a des analphabètes qui ne comprennent rien du tout, mais parce qu'ils ont trouvé que c'est un métier, c'est une porte ouverte où n'importe quel voyou peut rentrer,
Donc, ils créent des journaux et aujourd'hui, ils se mettent à faire du chantage aux hommes politiques et ils sont même manipulés par les hommes politiques. Lisez un peu, il faut parcourir un peu la presse. Vous allez voir à tout moment que vraiment, ça n'a rien à voir avec le journalisme. Nous constatons vraiment dans les faits, depuis quelque temps, il y a des dérives au sein de notre corporation. Et vous savez, je dois vous dire que ce qui se passe aujourd'hui est inquiétant. Vous avez des gens qui n'ont aucun organe de presse et que à chaque moment qu'ils se trouvent sur des plateaux de télévision et pour parler de contenu des journaux. Et il y a eu également certains qui se disent journalistes mais qui n'ont ni carte de presse et qui se permettent de traiter certaines questions, certains sujets que doivent aborder des journalistes. Donc on a vu ces journalistes-là, je les mets entre griffes, puisqu'ils n'ont pas qualité de journalistes, ils ne font pas les fondamentaux du journaliste, la collecte, le traitement, les diffusions, mais surtout la profession exige que nous soyons impartiaux et que nous ayons une objectivité et une responsabilité dans tout ce que nous faisons. Et des journalistes sont allés jusqu'à demander à ce qu'il y ait un coup d'État au Niger. Nous sommes en démocratie. Ça, maintenant, ils quittent leur rôle de journaliste, ils font autre chose. Des journalistes sont allés jusqu'à dire que c'est le régime démocratique que nous vivons ne doit pas faire un non. Donc moi, je pense que ça, c'est la faute d'abord à nous autres journalistes, puisque nous n'avons pas eu le courage d'extirper ces brebis galeuses de notre profession. Deuxièmement, la faute à la justice qui n'a pas eu à faire son travail. En pareil cas, et vraiment le comble, c'est la responsabilité de l'organe régulateur. Aujourd'hui, du fait de sa complicité passive, et l'organe régulateur, à l'image de ce qui s'est passé tout récemment en Côte d'Ivoire, où le Conseil là-bas national de presse, il y a quelques jours de cela, a sanctionné des patrons de journaux pour corruption. Et nous pensons et nous lançons un appel au CSC vraiment du Niger de prendre à bras le corps de ce qui se passe au Niger. Quand vous avez des gens qui sont des journalistes et qui traitent des élans ethno-régionalistes, moi je pense qu'ils ne font pas du journalisme. Un journaliste d'abord et avant tout un citoyen. Pour les organes de régulation, ces journalistes se versent dans certaines considérations et seulement la précarité justifie ces dérapages. Il y a la situation de précarité, bien entendu. Est-ce que c'est le bon exemple qu'on est en train de donner? Ce n'est pas le cas. Ça n'honore pas. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les journalistes sont devenus, comme avait dit, à la limite, quelque part, c'est des griots. En tout cas, c'est le griotisme moderne. C'est un peu ça la situation. C'est dommage, c'est déplorable, c'est un métier noble, mais malheureusement, le comportement des gens font que de plus en plus, il y a une lassitude, il y a une désaffection même du grand public vis-à-vis de cette profession-là. Depuis un certain temps, nous avons constaté beaucoup de dérapages dans le traitement de l'information par les journalistes nigériens. Cela est dû à plusieurs facteurs. Il y a d'abord effectivement l'aspect qui fait que beaucoup parmi nous n'ont pas compris le contenu de la loi portant un régime de la liberté de la presse, donc qui pensent qu'aujourd'hui ils peuvent tout dire, tout écrire. Reporters sans frontières, c'est vrai, dans son dernier classement, avait dit que le Niger a reculé de 14 places parce que cela était dû au mauvais comportement des journalistes dans le traitement de l'information. Auparavant, on était très bien placé. Et on sait qu'habituellement, quand la liberté de la presse se porte mal dans un pays, c'est quand les journalistes sont bastonnés ou emprisonnés. Mais l'année dernière, Reporters sans frontières avait dit qu'on avait reculé par la faute des journalistes. Et je suis encore convaincu que le prochain classement va faire que le Niger va encore dégringoler. Pourquoi? Parce qu'il y a des actes graves qui sont en train de se dérouler aujourd'hui. Là également, la faute incombe aux journalistes, mais aussi
aux politiciens des deux bords. La liberté de la presse est non seulement un vecteur de développement pour tout pays, mais aussi un moyen pour consolider la paix et la démocratie. Alors il est plus que nécessaire que les journalistes soient impartials et sans parti pris, afin qu'ils restent et demeurent la vision et l'oreille du public aussi large que variée. Voilà, cérémonie d'installation ce matin de l'antenne de Dosso du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Cette cérémonie présidée par la ministre déléguée à l'intégration africaine s'est déroulée dans la salle de réunion du conseil régional de Dosso. Compte rendu Ousmane Abdou et Mor Abdou. Au cours de la cérémonie d'installation de l'antenne de Dosso, après les mots de bienvenue de Mme Jermoko Hajia Maimouna, la présidente du RESFECO Niger a dit que les objectifs de ces réseaux sont d'autant plus nobles que notre sous-région, en proie à de nombreux conflits sociaux et politiques, a besoin d'une synergie d'action entre tous les acteurs étatiques pour une meilleure vulgarisation et une mise en œuvre effective des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La mise en œuvre de ces résolutions nécessite un engagement fort de nos gouvernements ainsi que de l'ensemble des institutions du système des Nations Unies. En procédant à l'installation officielle de l'antenne de Dosso du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, la ministre déléguée à l'intégration africaine, Mme Sani Mariama Moussa, a dit que la question sécuritaire dans notre espace communautaire a toujours été la préoccupation de nos chefs d'État et de gouvernement d'une part, et de notre institution communautaire, à savoir la commission de la CEDEAO d'autre part. Aussi, au regard des conséquences dramatiques qu'engendrent les conflits, en particulier sur les femmes et les enfants, et eu égard au faible taux de participation des femmes dans les instances de prise de décision, en dépit de leur importance numérique, la commission de la CEDEAO a jugé nécessaire d'impliquer davantage les femmes dans la recherche de la paix et la sécurité dans notre espace communautaire ouest-africain. C'est à ce titre, a dit Mme Sani Mariama Moussa, que dans sa politique d'impliquer et de responsabiliser davantage les femmes, la commission de la CEDEAO a aidé celle-là à mettre en place le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO au niveau régional, dont le siège se trouve à Abidjan. Ainsi, pour rendre ce réseau régional plus opérationnel et plus efficace, la commission de la CEDEAO a demandé à chaque État membre d'installer son antenne nationale avec pour objectif d'installer des antennes régionales. Signalons que la région de Dosso est la première à installer son antenne et un témoignage officiel de satisfaction a été remis à Mme Zarmakwe Hajia Maimouna pour les services rendus au réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Paix et sécurité toujours, région de Tawa, la deuxième édition de la caravane nationale d'intégration pour la paix, la sécurité et le développement vient de séjourner à Konni. Objectif, information et sensibilisation sur la libre circulation des personnes et des biens. Compte rendu Kader Sangaré et Lawal Seni. Arrivé le jeudi dernier à Konni, les membres de la mission ont été chaleureusement accueillis par les autorités administratives, communales, coutumières, les responsables des forces de défense et de sécurité et la population de Konni fidèle à sa tradition. Ils ont successivement rendu visite au préfet du département de Birni-Konni, Alhaji Abbas Sarkin Abzin, puis à l'honorable chef de canton, Alhaji Maman Sani. Cela en présence des ressortissants des autres pays membres de la CEDEAO résidant à Birni-Konni. Dans la soirée, les membres de la délégation ont assisté à une grande soirée culturelle à la Maison des Jeunes et de la Culture, où nos artistes, à travers leurs prestations, ont démontré les grandes réalités de nos valeurs culturelles et artistiques. Restons à Konni où la caravane de la CEDEAO a mené plusieurs activités. Nous retrouvons Kader Sangaré et Lawal Seni. À Birni-Konni, région de Tawa, le vendredi 24 janvier 2014, plusieurs activités se sont déroulées dans la matinée. Un cross populaire, filles et garçons des écoles primaires et collèges, où les 5 premiers de chaque catégorie ont reçu des prix et des récompenses. Des mains des autorités administratives, communales, coutumières, des responsables des forces de défense et de sécurité du Niger et du Nigeria voisin. Puis l'installation du panneau de la CEDEAO au niveau de la frontière Konni-Ilela du Nigeria.
Dans l'après-midi, une conférence de débat a été animée par M. Dade Adamou Raphaël, président du réseau nigérien pour la défense des droits des travailleurs migrants, coordonnateur du réseau des organisations pour l'enracinement de la démocratie et la prévention des droits de l'homme. La vision des pères fondateurs était de promouvoir la coopération et l'intégration des États dans la perspective de créer une union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de leur peuple, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Cette vision, certes noble, avait suscité et continue de susciter beaucoup d'espoir à nos populations qui, indubitablement, partagent les mêmes valeurs sociales et culturelles à l'intérieur des frontières de nos États. Cette volonté de vivre ensemble interpelle chacun de nous pour adopter un comportement responsable au sein de l'espace communautaire où les citoyens peuvent se déplacer librement sans être nullement inquiétés. M. Dade Adamou Raphaël, conférencier, a remarqué qu'il est nécessaire de savoir que le passeport CEDEAO est valable partout dans le monde, alors que le carnet de voyage CEDEAO est valable uniquement dans les 15 États membres. Communiquer, partager l'information pour coopérer, c'est le thème de la journée internationale de la douane. Célébrée à l'instar du monde entier, la douane nigérienne a organisé à l'occasion plusieurs activités, dont un don en produits d'entretien à l'hôpital régional de Niamey et une course hippique au rendez-vous. Compte rendu Seyni Soumaïla Ibrahim et Issoufou Suleiman. Instaurée par l'Organisation mondiale de la douane, OMD, la journée internationale de la douane est dédiée cette année à la promotion de la communication. En effet, la communication permet à la douane, pour parler précisément d'elle, de s'ouvrir au monde extérieur à travers, d'une part, la promotion des activités menées, des réalisations obtenues et des échanges réguliers avec les partenaires sur le respect du cadre réglementaire, entre autres, et d'autre part, le développement de la culture de la transparence dans l'accomplissement de ces missions. En organisant, il y a de cela juste 2 semaines, une journée de communication, la douane nigérienne semble déjà faire un bond en avant dans ce sens. Même s'il faut saluer les actions tout récemment initiées par la Direction générale des douanes, comme l'organisation il y a 2 semaines, d'une journée de communication sur le transit électronique et certaines réformes envisagées, la stratégie de communication doit s'appuyer sur l'élaboration et la mise en place d'une politique de communication efficace. Donc c'est prenant en compte cette exigence que l'élaboration d'un plan de communication figure parmi les indicateurs de performance retenus par le ministère pour votre administration. L'édition 2014 de la Journée internationale de la douane a été également l'occasion pour l'Organisation mondiale de la douane de décerner des attestations de mérite aux plus grands pourvoyeurs de recettes à la douane nigérienne. Ils sont 8, soit le premier dans chaque région. La Direction générale de douane, elle, a pensé à l'établissement hospitalier régional de Niamey en mettant à sa disposition un don en produits d'entretien d'une valeur de près de 3 millions. Pour rendre l'utile à l'agréable, les festivités ont pris fin sous les chevaux, avec l'organisation d'une course hippique sur plusieurs distances avec à la clé des récompenses pour les vainqueurs. Dans la région de Difa, les autorités coutumières et religieuses continuent à multiplier les prières collectives afin que Dieu le Tout-Puissant bénisse le Niger et son peuple. C'est le cas ce matin au niveau de la commune urbaine de Difa. Les détails avec Abdraman Boukari et Abdraman Maz. Cette prière collective qu'organise chaque année le chef de canton de la Komadougou Yobé, l'honorable Kazalma Mahamadou Abakari, a regroupé cette fois-ci plusieurs éminents leaders religieux et marabouts de Difa et ses alentours qui, des jours durant, ont procédé à d'intenses lectures de plusieurs versets du Saint-Coran afin que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, bénisse le Niger et son peuple,
nous gratifie d'un hivernage fécond et nous protège de toute forme de calamité naturelle. La Fatiha qui consacre ainsi la fin de cette prière, intervenue cet après-midi dans l'enceinte de la grande mosquée de Difa, a vu la présence de nombreux fidèles qui se sont fortement mobilisés pour réitérer une fois de plus toute leur appréciation face à l'organisation de ce genre de pratiques religieuses qui méritent d'être soutenues et encouragées. Au rang de ces derniers, le secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardoïdo, le secrétaire général adjoint sortant de la région, M. Tinidjibo, le préfet du département de Difa, M. Inoussa Sauna, le maire de la commune urbaine de Difa, M. Ousmane Koussouri, et le chef de canton de la Komadougou, l'honorable Kazelma Mahamadou Abakari. À travers ce déplacement, il s'est donc agi pour le secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardoïdo, de témoigner une fois de plus toute l'importance que les autorités régionales que nationales accordent à ce genre de prière, d'une utilité certaine pour le Niger en général et la région de Difa en particulier, mais aussi et surtout exprimer à ces vaillants marabouts tous les encouragements et félicitations des autorités de la 7e République pour les multiples efforts qu'ils ne cessent de déployer en faveur du Niger, et ce à travers leurs prières quotidiennes, tout en les exhortant à poursuivre avec le même élan. Signalons que comme il est de tradition pour ce genre de rencontres de grande envergure, une Fatiha a été dite afin que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, protège le Niger et son peuple, et que la paix, la tranquillité, le bonheur et la prospérité règnent partout dans ce pays. Une mission technique conjointe projet alimentation, eau potable et société de patrimoine des eaux du Niger vient de séjourner dans la région d'Agadez. Le suivi et évaluation des travaux en cours était au centre des rencontres avec les responsables locaux tant à Arlit que dans la communauté urbaine d'Agadez. Précision, Hachim Mohamed et Nassir Nakakale. Cette équipe est composée du coordinateur du projet eau et assainissement en milieu urbain, Zibo Zakara, du directeur des études de la programmation du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, du directeur de l'hydraulique urbain et semi-urbain. C'est par la commune urbaine d'Arlit que cette mission technique de suivi a entamé son programme. Après une série de visites des différents sites de travaux, la mission s'est entretenue avec les représentants des différentes organisations socio-professionnelles de la localité, en présence du secrétaire général de la préfecture d'Arlit, Ibrahim Hamma, du premier vice-maire. Il s'agit pour la mission d'apporter toutes les informations réelles sur le projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Arlit et Akokan. En ouvrant les travaux de cette réunion d'échange, le secrétaire général de la préfecture d'Arlit, Ibrahim Hamma, a, au nom des populations et du préfet d'Arlit, Alat Mogeski, empêché, adressé sa gratitude et remerciements aux autorités de la 7e République et à la Banque mondiale qui ont décidé de résoudre le problème d'approvisionnement en eau de la cité minière d'Arlit, une ville de 120 000 habitants. Selon les explications fournies par le coordinateur du projet Zibo Zakara, 8 forages, 25 km de conduite de refoulement, un château d'eau, 2000 branchements sociaux et 50 bornes fontaines seront réalisés avant décembre 2015 à Arlit pour un coût d'investissement de 5,5 milliards. La commune urbaine d'Agadez sera également dotée d'un château de 1500 m3, une conduite de refoulement de 22 km, 2000 branchements sociaux et 63 bornes fontaines. Ces chiffres ont été révélés par les membres de la mission dans la salle du gouvernorat en présence du secrétaire général de la région sortant Boré Mazoul Karneni Mega et le maire de la commune urbaine d'Agadez Rissa Faltou. C'était au cours d'une réunion d'information qui a regroupé les membres de la mission et les responsables locaux. En marge de cette rencontre, nous avons recueilli le propos du chef de mission que voici. Mission technique de suivi et évaluation des travaux financée dans le cadre du programme du projet eau et assainissement en milieu urbain, projet du gouvernement du Niger, qui est sous la tutelle du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement et qui est financé par le concours de la Banque mondiale. Ce projet, entre autres financements, finance l'adduction d'eau de la ville d'Arlit et finance aussi l'adduction d'eau, le renforcement de l'adduction d'eau de la ville d'Agadez, où nous sommes aujourd'hui. Et le Niger a été à l'honneur hier à l'intronisation du gouverneur de l'État de Kachina, Dr Ibrahim Cheikhou Chema, comme Sarkin Foulani, en se faisant représenter par 4 délégations des gouverneurs, à savoir celles d'Agadez, Maradi, Niamey et Zender. Compte rendu, Mustafa Bouji et Lawali Babali. La cérémonie d'intronisation qui s'est déroulée dans l'enceinte du grand et vaste palais de l'émir de Katsina, Dr Abdulmoumi Kabir Ousmane,
a drainé une foule immense que l'imposant dispositif de sécurité locale appuyé par celle venue d'Abuja, la capitale, a eu du mal à contenir. Les invités des marques, ministres, députés, gouverneurs, émirs et autres dignitaires venus des quatre coins du Nigeria et des pays voisins ont eu également du mal à se frayer un passage et se faire une place assise. Le Niger a été représenté par les régions de Agadez, Maradi, Niamey et Zender, dont les fortes délégations sont conduites par les gouverneurs, respectivement le colonel-major Garba Makido, Amadou Babale, Hamidou Garba et Kala Moutari. À noter au sein de ces délégations, l'ancien gouverneur des Zender de la transition, le colonel-major Mahamadou Barazé, actuel chef d'état-major de l'armée des terres, côté Niamey et côté Zender, les présidents du conseil régional Moutari Ousmane, 5 préfets de départements partageant la même frontière avec le Nigeria et les honorables, Aboubakar Oumarou Sanda, sultan des Zender, et Moutari Moussa, chef du canton de Mira. L'honneur fait au Niger de se faire représenter par 3 régions et Niamey, la capitale, dénote de l'excellence des relations d'amitié et de fraternité que les autorités et les populations régionales entretiennent de part et d'autre des frontières, mais aussi et surtout celles tissées et entretenues au plus haut niveau par leur excellence Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, représenté à cet événement par son vice-président, et El Hadj Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État du Niger. Aussi faudrait-il rappeler que Dr Ibrahim Cheikhou Chema a été décoré en décembre 2011 par le président de la République, son excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, pour sa contribution dans le renforcement des relations entre le Niger et le Nigeria. À cet effet, il a été élevé au grade des officiers de l'Ordre national du Niger. Et la constitution de la résidence du gouverneur de Niamey témoigne de son attachement au Niger et à son peuple avec qui il partage plusieurs valeurs culturelles. Dr Ibrahim Cheikhou Chema, qui a aujourd'hui un peu plus de 56 ans et qui remplit tous les critères de nomination au titre honorifique de Sarkin Fulani de Katsina, dont l'intronisation, objet de la présente cérémonie, est un homme intègre, de grande probité et de valeurs humaines. Après les rituels consacrant son intronisation, il a été félicité par ses hôtes qui lui ont souhaité une bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Il convient de rappeler qu'un dîner copié a été offert la veille à ses hôtes à sa nouvelle résidence, suivie d'une soirée culturelle au cours de laquelle plusieurs artistes locaux de renommée et la troupe Soga de Niamey ont tenu en haleine le public pendant plusieurs heures de loge. Kalla Moutari de Zender et Garba Makido d'Agadez, qui ont effectué ensemble le déplacement de Katina, ont été accueillis à la frontière par les autorités civiles et militaires, puis reçus à Daoura par l'émir. À Tillabéri, ouverture jeudi dernier de la 4e session ordinaire du Conseil régional, cette cérémonie consacre l'ouverture de la session budgétaire au titre de l'année 2014. C'est le président du Conseil régional qui a présidé la cérémonie en présence du gouverneur de la région. Le commentaire de Abdoulaye Soumana sur les images de Amadou Ibrahim. Les conseillers régionaux auront pendant 4 jours que dureront ces travaux à adopter le procès verbal de la 2e session extraordinaire du Conseil tenu du 10 au 11 octobre 2013 à examiner et adopter le budget du Conseil pour l'exercice 2014, mais aussi à suivre une communication du directeur régional du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire et à aborder plusieurs questions liées au développement de la région. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la région de Tillabéri a félicité et encouragé les conseillers régionaux pour leur pleine implication dans le processus du développement de la région. Assimi Diabri a réitéré ses sincères remerciements au PAC 3 qui a bien voulu financer le plan de développement de la région élaboré par le conseil régional. Un plan qui permettra de conjuguer les efforts afin de rendre plus efficaces les actions de développement de la région. Prononçant son discours d'ouverture, le président du conseil régional de Tillabéri se réjouit de la présence effective de l'ensemble des conseillers à cette rencontre. Nyandou Bassirou devait ensuite s'appesantir longuement sur la présentation du directeur régional du plan qui sera axé sur les outils de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi-évaluation du plan de développement régional PDR, qui est un document de référence pour la planification et la programmation des investissements sur toute la durée du PDR. Il a exhorté les conseillers à procéder à l'examen minutieux du présent projet de budget afin de le rendre réaliste et réalisable. Un projet de budget équilibré à recettes et en dépenses à la somme de 474 857 420 francs CFA. Le secrétaire général sortant de la région a saisi l'occasion pour faire ses au revoir aux représentants de la population de la région au moment où il occupera le même poste à Agadez. Adamou Halirou a exprimé ses sincères remerciements pour la franche collaboration au cours des 11 mois qu'il a servi la région de Tillabéri.
Signalé le lancement la semaine dernière à Tintabaraden des travaux d'ouverture des bandes par feu. C'est le préfet du département de Tinta qui a donné le coup d'envoi de ces opérations. Le commentaire de Mohamed El Mokhtar. La zone pastorale est toujours exposée au phénomène des feux de brousse qui détruisent chaque année des milliers d'hectares de pâturages. Cette année, entre septembre et octobre, le département de Tintabaraden a enregistré 12 cas de feux de brousse avec 5700 hectares de pâturages partis en fumée. Les éleveurs dont l'activité est fortement liée au pâturage sont les premières victimes. Aussi, pour préserver les ressources fourragères au bénéfice des éleveurs, les autorités de la 7e République, au premier rang le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, font tout ce qui est possible pour mettre en sécurité les ressources pastorales. D'où les présents travaux d'ouverture des bandes par feu, objet de la présente cérémonie de lancement sous la présidence du préfet du département de Tintabaraden. 870 km de bandes par feu sont prévus dans le département pour un coût global de plus de 75,5 millions de francs CFA. Ces travaux financés par la CCA seront exécutés par 11 ONG, à savoir Al-Ahli, Anouala, Al-Sahada, Al-Ta'aoun, Badr, Effort Plus, Farah, Tanakra, Tansan, Al-Hira et Trabat. En plus de la sécurisation du pâturage, cette activité permettra d'injecter plus de 44,7 millions de francs CFA dans l'économie locale grâce au paiement de la main-d'œuvre, surtout des jeunes. Ainsi, le préfet du département de Tintabaraden a saisi l'occasion pour témoigner de la reconnaissance des populations de Tintabaraden aux autorités de la 7e République dans leurs efforts visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Avant de terminer son propos, le préfet de Tintabaraden a invité les populations à lutter de façon préventive contre les feux de brousse en évitant tous les gestes susceptibles d'occasionner un feu de brousse. Le LASDEL, en partenariat avec Afrobaromètre, a organisé hier après-midi à Niamey une cérémonie de dissémination des résultats de l'enquête d'opinion sur un échantillon de 1200 personnes interrogées dans les 8 régions du pays sur la perception des conditions de vie des Nigériens et la perception des Nigériens sur l'adoption de la charia comme source de droit au Niger. Guima Tutia et Issoufou Suleiman. S'agissant de l'enquête d'opinion d'Afrobaromètre sur la perception des conditions de vie des Nigériens, selon Adamou Moumouni, chercheur au LASDEL, 3 Nigériens sur 5 pensent que l'économie du pays est sur la bonne direction. De façon générale, en tout cas la quasi-totalité des citoyens nigériens pensent que l'économie du pays est sur la bonne direction. 3 Nigériens sur 5 pensent que le Niger évolue dans la bonne direction. Les citoyens milieu rural pensent que 61% que le Niger évolue dans la bonne direction et 53% en fait du milieu urbain aussi pensent la même chose. 55% des citoyens ayant le niveau supérieur pensent que l'économie du pays va mal. Et 55% des citoyens ayant un niveau informel pensent le contraire à 55%. Abordant la seconde enquête d'opinion sur la perception des Nigériens sur l'adoption de la charia comme source de droit au Niger, le professeur Tidjani Alou, qui a dirigé l'étude et représentant d'Afrobaromètre au Niger, a expliqué que 67% seulement de personnes se sont prononcées en faveur d'une telle initiative contre 31%. Les hommes sont pour l'adoption de la charia à 71% et les femmes à 63%. Concernant l'avis des Nigériens sur l'adoption de la charia au Niger, 7 sur 10 Nigériens pensent que la Constitution devrait être révisée pour permettre l'adoption de la charia comme principale source du droit nigérien. Et selon le milieu de résidence, on voit bien la tendance en zone urbaine est beaucoup moins importante, 10 points d'écart que la zone rurale. La zone rurale s'exprime beaucoup plus fortement dans ce sujet, mais à noter quand même que, pas tout à fait d'accord, les taux
en zone urbaine vont jusqu'à 41%, alors qu'en zone rurale, il reste à 28%. Selon le sexe, les hommes sont plus favorables à hauteur de 71% contre les femmes qui pensent à 61%, à 63% que la Constitution du Niger devait être révisée pour permettre l'adoption de la charia comme principale source du droit. Afrobaromètre est représenté au Niger à travers le LAFDEL. Au regard des résultats issus des enquêtes Afrobaromètre menées auprès d'un échantillon représentatif de 1200 citoyens, il ressort une tendance favorable des Nigériens dans leur majorité à vouloir de la charia dans la loi fondamentale. Si le phénomène est plus poignant en milieu rural, il est tout de même aussi important en milieu urbain et dans certaines catégories de population comme les jeunes et les vieilles personnes. Le 3e Conseil général des Assemblées de Dieu du Niger s'est achevé hier soir après 4 jours d'intenses travaux. Un nouveau bureau a été mis en place avec à sa tête Pasteur Abdulkader Kouraou. C'était en présence de plusieurs invités venus de plusieurs pays, dont le Brésil, Mahamadou Adamou et Gérard Ablaziz pour le résumé. C'est par des présents que le président des Assemblées de Dieu du Niger sortant a présenté sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenu pendant ses mandats à la présidence du Conseil général des Assemblées de Dieu du pays. Révérend Ali Hammani a également offert des cadeaux aux invités de marque de ce 3e Conseil général des Assemblées de Dieu du Niger, notamment le pasteur brésilien Paulo César. Il a par ailleurs rendu un hommage mérité à sa femme et à ses 4 filles qui étaient toujours à ses côtés pendant sa mission. C'est désormais le pasteur Abdulkader Kouraou qui aura la lourde responsabilité de conduire la destinée du Conseil général des Assemblées de Dieu du Niger. Je voudrais dire vraiment un grand merci et spécialement merci au président Ali. Il nous a conduits jusqu'à ce moment. Et Dieu saura le récompenser. Nous-mêmes, en tant qu'hommes, nous reconnaissons le grand travail qu'il a fait. Dieu m'a fait grâce d'être à ses côtés durant les temps les plus troublés de sa responsabilité en tant que président des Assemblées de Dieu du Niger. Mais j'ai vu en lui la maîtrise, j'ai vu en lui le discernement, j'ai vu en lui même des choses qui m'étonnent. Ma joie, c'est la fin. Quand un jour, d'ici les 3 ans, je viendrai ici, aussi dire voilà ce que nous avons accompli. Voilà le résultat que nous avons amené. Mais si c'est pour être élu, je vous dis de tout mon cœur, ce n'est pas une joie pour moi. Je sais que c'est du travail. Rappelons que ce 3e Conseil général des Assemblées de Dieu du Niger a pris 4 jours. Ce moment a permis aux participants d'élire un nouveau bureau après avoir statué sur le bilan du mandat écoulé, mais aussi de définir les nouvelles orientations à suivre. Il ne faut pas omettre qu'une place de choix a été accordée à la prière et à la prédication. Activité de partis politiques à présent, après Mayaï hier, c'est au tour de la coordination MNSD Nassara Dagué d'organiser un meeting de soutien au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou et au gouvernement d'union nationale. Y ont pris part les membres dont le ministre Ada Chifou, représentant le secrétaire général du MNSD Nassara, Albade Abouba. D'autres précisions avec Adin Algalas et Maman Omar. Meeting, c'en est vraiment un. Et le défi a encore été relevé, ou du moins le peuple n'est plus dupe pour ne pas comprendre la marche nouvelle de notre cher pays, sous la conduite éclairée du président Issoufou Mahamadou, dont le programme de renaissance est on ne peut plus exécuté par le gouvernement du Premier ministre Birji Rafini, selon les aspirations légitimes des populations. Ce meeting d'Agué, comme celui de Mayaï hier, et comme d'ailleurs ceux tenus le mois dernier à Madarumfa, Dakoro, Tibiri, Bermo ou encore à Maradi, témoigne d'abord de la vitalité du MNSD Nassara et ensuite de la sagesse de la décision historique et politique prise le 25 janvier 2013 par le bureau politique de participer à la gestion du pays au sein d'un gouvernement d'union nationale
comme prôné par le président Issoufou Mahamadou. Aussi, l'engouement que suscite ce meeting et tous les autres donnent-ils désormais raison à Albadé Abouba et ses camarades de participer à la marche du Niger vers son progrès économique et social. En outre, les différents intervenants lors de ce meeting ont expliqué tout cela pour affirmer haut et fort toutes les bonnes raisons de ce ralliement dont le fondement reste et demeure la stabilité politique et institutionnelle, l'expression vraie de la démocratie dans un État respectueux de valeurs de dignité, de liberté, dans l'unité et la cohésion sociale. Ils l'ont tous dit avant de l'exprimer par une déclaration de tous les leaders de la coordination MNSD d'Aguié. Considérant l'instauration de la paix, la stabilité, la sécurité des personnes et des biens sont indispensables pour le développement du pays. Les aspirations légitimes et patriotiques de la population à vivre dans un pays respectueux des valeurs de la démocratie, de la dignité, de la liberté à travers la culture de l'unité et de la cohésion sociale. La décision sage, historique et politique prise le 25 juillet 2013 à l'unanimité des membres du bureau politique national du MNSD Nassara a participé à la gestion du pays par la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. La formation du gouvernement d'union nationale est une réponse à toutes les préoccupations précitées. La volonté manifeste de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Apportant notre soutien ferme et sans réserve à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et au gouvernement d'union nationale pour leurs actions multiples et multiformes pour le bien-être de la population nigérienne en général et de celle du département d'Agué en particulier. Apportant notre soutien ferme et indéfectible au ministre du MNSD Nassara pour leur sens de patriotisme. Apportant en plus notre soutien ferme à Albadé Abouba, secrétaire général du MNSD Nassara, et aux autres camarades du MNSD pour leur choix politique responsable en acceptant de placer l'intérêt du Niger au-dessus de toute autre considération. Nous félicitons de constater l'inscription dans le programme de l'année 2014 de la route goudronnée Agué-Guidankane, longueur de 18 km. Encourageons et remercions le président de la République, chef de l'État, pour toutes les actions de grande envergure qu'il ne cesse de déployer pour le bonheur de la population du Niger. Lançant un vibrant appel à tous les Nigériens et tous les Nigériens soucieux du développement socio-économique de notre cher pays, de se joindre à nous pour accompagner son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de son gouvernement d'union nationale de leur quête quotidienne du mieux-être pour la population nigérienne. Sollicitons de vive voix l'amélioration des conditions de vie de la population d'Agué par la construction des bus rurales, la dotation de plusieurs de nos villages en points d'eau modernes, la construction des salles de classe en matériaux définitifs pour nos CEG et écoles primaires, la dotation des centres de santé et salles de soins de moyens appropriés, personnel suffisant, ambulances et produits. Vive le MNSD Nassara fort et uni, vive la démocratie, que le Tout-Puissant, le très miséricordieux bénisse et protège notre Niger et son peuple. Amen. Il faut noter qu'auparavant, les membres de la délégation du bureau politique national du MNSD Nassara venu de Niamey ont été présentés pour tout simplement démontrer aux yeux de tous que le parti MNSD est bel et bien le même, sauf pour ceux qui ont choisi une autre voie. Le ministre Ada Chefou
a, au nom du ministre d'État Albadé Abouba, secrétaire général du MNSD, confirmé cet état de fait et a appelé les uns et les autres à faire la différence entre la vraie graine et l'ivraie. Il a en ce sens démontré le patriotisme du président Issoufou Mamadou et son ambition pour le bonheur, et rien que le bonheur, bien compris des populations nigériennes. Réunion hier à Tillabéri du bureau du conseil régional ANDP Zamalaya de la région. Au centre de cette rencontre, plusieurs questions touchant la vie du parti. Compte rendu Zakari Maman et Jibono. Cette réunion, le premier du genre depuis l'installation du bureau du conseil régional ANDP Zamalaya de Tillabéri, se veut une rencontre d'échange et de partage entre les responsables des différentes structures. Échange sur la vie du parti, notamment sur les actions on ne peut plus importantes du bureau du conseil régional sortant, animé par des hommes et des femmes qui se sont investis pour le rayonnement du parti. L'ouverture de la réunion, une occasion saisie par le président du bureau du conseil régional ANDP Zamalaya de Tillabéri de rendre un vibrant hommage au bureau sortant pour sa contribution appréciable, a souligné Mohamed Adamou, dans le combat pour le renforcement et l'enracinement du parti Zamalaya au niveau de la région. Le président du bureau du conseil régional, en outre de remercier ses camarades pour la confiance placée en lui pour conduire les instances du parti au niveau régional. Mamadou Adamou a ensuite réaffirmé son engagement à travailler sans relâche pour la redynamisation des structures du parti et son rayonnement. Pour ce faire, le président du bureau du conseil régional a exhorté chacun et chacune à davantage de mobilisation, tous unis derrière le président du parti, Moussa Momouni Djarmakoué, qui, malgré les vicissitudes du moment, travaille d'arrache-pied pour donc sauvegarder et renforcer la ligne directrice de l'ANDP Zamalaya fondée sur le principe originel du consensus. Consensus originel qui fait toute la fierté de l'ANDP Zamalaya et qui doit être la boussole du parti dans toutes les décisions au sein du parti, a ajouté le président du bureau du conseil régional. Mahamadou Adamou a réaffirmé l'engagement et la détermination de l'ANDP Zamalaya en tant que membre de la MRN, a œuvré aux côtés des autres partis membres pour accompagner et réaliser l'objectif de la mise en œuvre du programme de renaissance du Niger. Auparavant, le président communal ANDP Zamalaya Tillabéri, Seyni Harouna, a dans son intervention remercié et félicité l'ensemble des responsables des structures venus des départements ainsi que ceux donc de la commune de Tillabéri pour leur disponibilité à prendre part à la réunion, preuve de leur attachement aux idéaux du parti. S'en est suivi de la présentation par les différents responsables de la situation de la mise en place des structures de base, un exercice qui aura donc permis au bureau du conseil régional et à l'ensemble des participants de s'enquérir et d'apprécier le niveau de parachèvement de l'installation des différentes structures à la base, mais aussi des actions de mobilisation initiées et bien d'autres aspects non moins importants liés à la vie du parti ainsi que les difficultés rencontrées. Et au terme de cette réunion, un communiqué final a été rendu public. Recommande la mise en place des structures des jeunes et des femmes dans les meilleurs délais. 2. Parachèvement de la mise des structures du parti. 3. Investissement des cadres et opérateurs économiques résidant à Niamey dans leurs fiefs respectifs. 4. Tournée du président national dans la région de Tillabéri. 5. Visite du président du bureau régional dans tous les chefs-lieux de département. 6. Acquittement des militants de leurs devoirs civiques et partisans. 7. Participation de tous les militants aux activités des différentes structures de la MRN. 8. Décide d'une rentrée politique du conseil régional à Walam. 9. Remerciements au bureau départemental et communal de Tillabéri pour l'organisation et l'accueil réservé. Toujours dans le registre des partis politiques, déclaration de soutien au président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, ce samedi à Gaïa, des coordinations départementales du parti Modem FA Lumana de Djoundjou et de Gaïa, une cérémonie organisée par le gouverneur entrant de la région de Maradi, Maman Abdou. Le résumé de Issa Saleh et Mora.
C'est dans une salle débordée de la mairie de Gaïa que s'est déroulée cette importante déclaration de soutien au président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre M. Brizi Rafini, de coordination départementale du parti moderne FA Lumana de Gaïa et de Djinjou, que nous écoutons ici avec un participant. Déclaration des militantes et militants de la coordination départementale moderne FA Lumana de Gaïa et de Djinjou. Les militantes et militants du moderne FA Lumana des départements de Gaïa et de Djinjou réunis ce samedi 25 janvier 2014 à l'effet d'examiner la situation sociopolitique du Niger font la déclaration suivante. Considérant la volonté et le ferme engagement du président de la République à rassembler les Nigériens pour bâtir ce pays, soucieux de la préservation de la paix et de l'unité nationale, convaincu qu'aucun développement n'est possible sans la paix et l'unité des filles et des fils de ce pays. Nous, militantes et militants du moderne FA Lumana des départements de Gaïa et de Djinjou, décidons à compter de ce jour d'apporter notre soutien indéfectible et sans réserve au président de la République, chef de l'État, l'excellence M. Issoufou Mahamadou, et à son gouvernement dans leur noble mission de recherche constante du bien-être du peuple nigérien. Saluons et encourageons le vice-président et le secrétaire général du parti, leur excellence M. Hadi Mohamed Salifou et Omar Hamid Tchana, ainsi que l'ensemble des camarades membres du gouvernement, cadres de commandement, pour leur choix visionnaire d'accompagner le président de la République et la détermination avec laquelle ils accomplissent la mission à eux confiée. Rendons un hommage mérité aux honorables députés, membres du groupe parlementaire moderne FA Lumana, pour le courage et la lucidité dont ils ont fait preuve en renouvelant leur confiance au deuxième gouvernement de la 7e République à travers le vote favorable du programme de développement économique et social PDS et celui du budget 2014. Saluons la volonté et la détermination du président de la République à concrétiser le projet de construction du chemin de fer Cotonou-Niamey et le port sec de Dosso. Un vieux rêve dont la concrétisation fera la fierté des Nigériens en général et des populations de la région de Dosso en particulier. De la route Bela-Dosso, de l'usine de sucre à Djinjou. Saluons également la décision du président de la République de célébrer la fête de la proclamation de la République du Niger le 18 décembre 2014 à Dosso. Soutenons sans réserve les efforts du président de la République et de son gouvernement pour garantir la sécurité, la stabilité politique et institutionnelle, l'unité nationale, la cohésion sociale et à promouvoir la bonne gouvernance dans notre pays. Lançons enfin un vibrant appel à tous les Nigériens épris de paix, de justice sociale et de progrès, ainsi qu'à tous les démocrates sincères pour qu'ils apportent leur soutien au programme de la renaissance du Niger du président de la République, El Hadji Issoufou Mahamadou, afin que triomphent les idéaux de paix, de stabilité et du développement économique et social de notre pays, le Niger. Vive la démocratie, vive le Niger. Ensemble, soutenons les actions du président de la République. De sport avant de refermer ce journal avec la victoire hier de l'AS Garde nationale face au Sahel Sporting Club de Niamey. 1-0 pour les Bérets rouges au stade général Sénikountié pour le compte de la 8e journée du championnat national Ligue 1 Orange de football. Une victoire chèrement acquise par l'AS Garde après plusieurs journées sans victoire. Les temps forts de cette rencontre avec Jibril Namalka et Mohamed Souman. L'AS Garde nationale en blanc recevait les Verts et jaunes du nouveau marché pour le compte de la 8e journée. Une rencontre très capitale pour les deux formations
qui, visiblement, ont le même souci, un handicap au compteur, le manque de victoire. 2 défaites, 2 matchs nuls pour le Sahel. Lors des 4 dernières journées, l'AS Garde nationale était pratiquement dans la même situation, d'où l'enjeu de cette rencontre. 45 minutes se sont écoulées, toujours pas de but. Ni Harouna Doula, encore moins Zakaria ou Ibrahim, n'ont eu 1 minute de répit sur le banc. 15 minutes pour recadrer les choses. Le retour des vestiaires, contrairement à la première période qui était équilibrée, les poulains de Harouna Doula se fixent comme objectif étouffer l'adversaire dans son camp. Une situation qui réussit au béret rouge à la 55e minute de jeu. Ousmane Abdoulaye Dilele offre ce précieux but à ses coéquipiers. Précieux, oui, parce que le Sahel a tout fait pour revenir au score, mais hélas, 3 défaites, 2 matchs nuls pour les Sahéliens qui ont pourtant bien démarré le championnat. Il va falloir revoir la copie de l'attaque de cette formation sahélienne. Nous sommes obligés de le reconnaître. Nous jouons bien. Nous créons des occasions, malheureusement on n'a pas de buteur pour marquer les buts. Moi je crois que c'est le seul problème du Sahel actuellement. On ne marque pas de but. On a pourtant si bien commencé comme vous l'avez bien dit, avec 2 victoires, avec 3 buts marqués et une 3e victoire, n'est-ce pas, avec 2 buts marqués. Mais après c'était difficile. Maintenant bon, on va essayer de continuer à travailler. Nous n'allons pas baisser les bras. Pour Harouna Doula, l'essentiel est fait avec ces 3 points tant recherchés par son équipe. Et comme dans les autres matchs aussi, on a tenté de jouer mais sans réussite. Bon, cette fois-ci, il fallait véritablement aller chercher les ressources au fond d'eux-mêmes pour faire ces 3 points. Je pense que ça va être le déclic parce que là, on sort de 5 matchs pratiquement. Au maximum, on s'en sort avec 1 point. Là, il faut pouvoir confirmer cette prestation d'aujourd'hui. Et puis, dans les matchs à venir, on joue comme les autres équipes le titre. On n'a pas autre chose à jouer dedans que d'espérer rattraper et revenir sur les autres. Je pense qu'on a les possibilités de le faire. C'est les 2. C'est jouer tous les titres à fond. Et je pense qu'on a les moyens de les jouer. Oui, le doublé, c'est les consignes données par l'instance dirigeante du bureau de l'AS Garde nationale. Au commandant, président de l'AS Garde nationale, à l'entame déjà du championnat, il a eu à travers donc ma voix à tracer les objectifs du club cette année, parce que vous savez que l'année passée, on n'a pas été africain. Donc cette année, à travers les objectifs qu'il a donnés à l'encadrement technique et à la direction du club, c'est véritablement se battre pour obtenir les 2 titres. À vos crampons alors, la compétition ne fait que commencer. La prochaine sortie de l'AS Garde nationale ne sera pas aussi facile car le champion en titre, l'AS Douane, compte conserver son titre. Voilà, point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Télésal. Au revoir.